Bonsoir, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Dans cette édition, à la veille de l'épreuve de philosophie du baccalauréat qui attend les élèves de terminale, nous aurons une invitée de marque pour philosopher avec nous. Charlotte Casiraghi sera dans nos studios. Elle reviendra sur l'aventure des rencontres philosophiques qu'elle a cofondées il y a 6 ans et dont le colloque annuel débute jeudi. Avec la chaleur qui est arrivée soudainement, rien de tel qu'une sortie en mer. Une opération de réintroduction d'hippocampe a eu lieu aujourd'hui. Nous verrons quels sont les objectifs de ce projet, mené conjointement notamment par l'Institut océanographique et la Fondation Prince Albert II. La célébration dans les rues du Rocher d'une fête irlandaise moins connue que la Saint-Patrick à l'international et pourtant très importante dans le cœur des Irlandais. Il s'agit du Bloomsday dont vous découvrirez l'origine. Le deuxième invité du journal dressera le point de la situation économique mondiale actuelle et à venir. Christophe Barrault est chef économiste et stratégiste chez Market Securities et il a confié aux adhérents du MEB sa vision plutôt optimiste des prochains mois. Les Piano Masters ont débuté, les candidats ont joué toute la journée, il n'en restera que 2 pour disputer la finale de la compétition samedi soir à la Salle Garnier. Enfin, le Focus Info de cette édition nous emmènera à Montpellier sur les pas du prince Régnier III. Il y a vécu de 1941 à 1943 et le prince Albert II a tenu à se rendre sur place pour découvrir les lieux qu'il avait fréquentés. Alors que la fébrilité gagne donc les élèves de terminale, avant l'épreuve très redoutée de la philosophie du baccalauréat, notre première invitée, la présidente et cofondatrice des rencontres philosophiques, va nous expliquer combien il est précieux de philosopher. Charlotte Casiraghi, bonsoir. Bonsoir. Les rencontres philosophiques de Monaco ont été créées en 2015. C'est votre passion pour la philosophie qui vous a conduit à lancer ces rencontres? Oui, certainement, on peut parler de passion, de force motrice, en tout cas la force de la passion qui m'a poussée à créer ce projet, mais aussi, je dirais, une joie peut-être, une joie de philosopher, une joie qui donne envie aussi de partager les découvertes que j'ai pu faire grâce à la philosophie, en tout cas ce qu'elle a pu m'apporter. Et pour moi, il a été clair que je n'avais pas envie de me consacrer à une carrière universitaire, repliée peut-être sur mon propre travail, mais de partager le plus possible les rencontres que je pouvais faire avec des philosophes et surtout d'apporter quelque chose à Monaco, à son dynamisme culturel. Et donc, ça a été très clair pour moi que je voulais m'investir dans la vie culturelle de Monaco. Vous êtes entouré de 3 membres fondateurs. Il y a Raphaël Zaghori-Orly, Joseph Cohen et Robert Maggiori. Pour la petite histoire, c'est lui qui vous a transmis le goût de la philosophie, puisqu'effectivement, on a parlé de passion, mais c'était votre champ d'études ensuite. Oui, alors c'est vrai que la rencontre avec Robert a été très importante puisque ça a été mon professeur en terminale. Je pense que j'avais déjà un désir de philosophie avant de la découvrir en terminale, mais c'est vrai que Robert m'a transmis quelque chose que je ne pourrais même pas décrire tellement j'avais eu l'impression de découvrir un trésor, quelque chose de très précieux. Et qui n'était pas que des concepts, l'enseignement de concepts, ou en tout cas était beaucoup plus que ça. C'était une sorte de conversion du regard, une certaine attitude au monde qu'il incarnait et qui m'a vraiment transformée. Vous avez découvert la philosophie en terminale comme de nombreux lycéens qui plancheront demain sur l'épreuve du baccalauréat. Vous avez pour ambition de rendre la philosophie accessible à tous. Est-ce qu'une année dans un cursus scolaire, une année de philosophie, ce n'est pas trop court et c'est peut-être aussi un peu tard à 17-18 ans? Alors il ne faut pas non plus faire des généralités, c'est compliqué puisque pour certains, la rencontre en terminale peut arriver au bon moment, être décisive dans un parcours, mais il est vrai qu'on n'apprend pas à faire de la philosophie comme on apprend à faire des maths. C'est aussi vraiment, je pense, une transmission qui est
voilà, qui émane aussi d'une rencontre avec un professeur. Et je pense qu'il y a une ouverture au questionnement philosophique qui est très intense. Ce n'est pas une question de maturité, en fait. Voilà, vous l'avez ouvert aux plus jeunes. Oui, parce que, étrangement, chez les enfants de 6-8 ans, il y a un désir de philosophie très très fort à cet âge-là qui s'ouvre et qui peut, dans les années du collège ou au début du lycée, être, voilà, peut-être ils osent moins s'exprimer, ils osent moins prendre la parole, ils sont davantage conscients du regard de l'autre, alors qu'il y a une plus grande liberté d'expression chez les plus petits. Et donc on peut saisir ce moment aussi en commençant plus tôt et éveiller ce goût du questionnement qui est très fort chez l'enfant. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a ce qui fait qu'on ne peut pas attendre la terminale pour découvrir la philosophie, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont saturés d'informations. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très nouveau, saturé d'informations anxiogènes, difficiles à comprendre. Beaucoup d'enfants disent aujourd'hui qu'ils n'entendent que des mauvaises nouvelles, que des choses difficiles. Et ils ont besoin d'aiguiser leur propre pensée critique pour pouvoir justement donner du sens à ces informations, et que si on ne les encourage pas à questionner le sens profond de leur être au monde, eh bien ça peut être extrêmement anxiogène. Voilà. C'est une arme anti-crise. Nous sommes en pleine crise de la Covid-19. Est-ce que la philosophie peut nous aider à surpasser ces moments difficiles? Est-ce que la philosophie peut nous aider dans notre quotidien, plus généralement? Alors j'aime pas trop le mot « aider » au sens où la philosophie n'est pas quelque chose qui vous permet d'être heureux, ni de maîtriser vos émotions, ni d'être dans la certitude. Ça, c'est du développement personnel, c'est pas tout à fait la même chose. Au contraire, elle aiguise l'inquiétude, il faut accepter de perdre ses repères, d'entrer dans la complexité des problèmes humains, dans leur ambiguïté. Donc c'est pas forcément quelque chose de simple, mais qui est accessible à tous. Pour revenir aux rencontres philosophiques, dont le colloque annuel débutera demain, des initiatives donc en cours, notamment avec les enfants. Il y a des projets à venir. Qu'est-ce que vous souhaitez développer dans les tout prochains mois, entre ces initiatives sur lesquelles vous pouvez capitaliser d'ores et déjà, puisqu'elles ont montré leur pertinence, et des projets peut-être encore en tête? On a beaucoup de projets en tête, mais là vraiment, ce qui, en tout cas, me tient très à cœur, c'est vraiment d'approfondir tout ce que nous faisons dans les écoles et impliquer davantage les écoles, développer cette partie-là dans les classes du primaire jusqu'au lycée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait renforcer. Mais il y a des nouvelles choses qui arrivent, puisque nous allons faire des groupes de réflexion en entreprise avec la fonction publique. Donc ça, c'est un nouveau projet. On va travailler davantage avec le centre hospitalier Princesse Grasse sur des questions autour de la santé, du soin, qui sont vraiment des grandes questions. Et puis peut-être aussi davantage travailler avec des associations, avec aussi les acteurs culturels de la principauté, essayer vraiment de s'implanter davantage dans la vie culturelle et profiter de toute cette richesse à Monaco. Et donc ça, on travaille un petit peu sur de nouvelles idées. Et puis, projet en juin de l'année prochaine de vraiment faire une semaine Philo Monaco, une grande semaine dédiée à la philosophie, où mon rêve serait que tout Monaco, voilà, soit dans ce désir de philosophie, que ça puisse se ressentir pendant une semaine, et de mettre au cœur de cette semaine des grands axes qui sont extrêmement importants pour nous, qui est la question du soin, de l'éducation, de l'écologie, de la place des femmes et des grandes questions éthiques. Et donc on aimerait vraiment mettre ces enjeux-là au cœur de la principauté, et que tout le monde, en fait, que tout le monde se sente concerné et participe à cette semaine et se dise pas « oh là là, la philosophie, c'est pour des gens qui ont fait des grandes études », mais qu'elle existe vraiment dans l'espace public. Voilà. Vous évoquez la principauté. Est-ce que les rencontres philosophiques ont pris un tel envol parce qu'aussi elles ont été créées à Monaco, qui est une terre de culture et d'ouverture?
Oui, évidemment, sans le soutien et la confiance du gouvernement, des affaires culturelles, sans cette ouverture qui, je pense, fait partie quelque part de l'ADN de Monaco, qui est cette tendance à soutenir et pousser des projets aussi d'avant-garde, à accueillir quelque part des initiatives audacieuses. Donc ça, je pense que ça, sans ça, on n'aurait jamais pu exister. Et puis, c'est aussi le fait qu'on a cette proximité entre différents acteurs culturels, des lieux de sciences, l'hôpital, l'éducation nationale, le fait qu'on peut coordonner aussi facilement des projets avec différentes institutions qui seraient beaucoup plus difficiles à mettre en place s'il y avait des obstacles administratifs, politiques peut-être plus lourds. Là, il y a une vraie volonté de travailler ensemble, de développer des projets. Et ça, c'est une chance parce qu'on peut expérimenter des choses qui prendraient beaucoup plus de temps ailleurs. Et donc, ça permet de mettre en œuvre plein de nouvelles choses et d'avancer vite. Un champ des possibles presque infini. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte Casiraghi, d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous rappelle donc que toutes les conférences du colloque annuel des rencontres philosophiques sont gratuites et ouvertes à tous. Prenons la mer pour suivre une opération de réintroduction d'hippocampes dans leur milieu naturel. Les petits chevaux de mer sont une espèce aussi originale que fragile. Une campagne a débuté en 2016 avec la Fondation Prince Albert II. Les premières conclusions de cette étude inédite menée sur les populations d'hippocampes des eaux monégasques viennent d'être rendues publiques. Alexandra Pani et Thomas Deus ont suivi les opérations. Ce sont des hippocampes mouchetés, nés en captivité mais issus d'un mâle sauvage, car chez les hippocampes, ce sont bien les mâles qui portent les petits. Ils sont au nombre de 7. Élevés cet hiver au centre de soins des espèces marines, ils peuvent aujourd'hui être mis en liberté en Méditerranée. Considérés par l'IUCN comme espèces quasi menacées, ce qui signifie que les populations naturelles décroissent et pourraient aller jusqu'à disparaître. La mise à l'eau de ces juvéniles s'inscrit donc dans le cadre d'un projet global inédit d'études de population d'hippocampes dans les eaux monégasques, un travail de plusieurs années qui se concrétise à l'été 2020 avec 160 heures de plongée qui auront permis d'acquérir les premières données sur cette population. Les observations dont on dispose font dire que les hippocampes ont tendance à être assez stables en termes de localisation. D'ailleurs, souvent, le mâle et la femelle ne vivent pas très loin l'un de l'autre, mais il faut encore arriver à les trouver. Donc, ils sont plutôt sédentaires, au moins pendant une période de l'année, pendant la période de reproduction. Là, on a des jeunes qui ne se sont pas encore reproduits et on ne sait pas du tout quelle va être leur réaction. Ce sont aussi des jeunes qui ne connaissent pas la mer. Donc on est ouvert à toutes les possibilités. 3 individus ont été observés à l'été 2020, un chiffre très raisonnable pour une population qui n'est pas très dense. Lors de ces observations, il en ressort notamment la grande diversité de leur habitat, avec notamment les herbiers de Posidonie et du coralligène. De nombreux sites sont propices à l'accueil et au développement de ces hippocampes. On est sur un taux de survie qui est un peu supérieur à la normalité, ce qui serait plutôt de 1 pour 1000, quelque chose comme ça. Donc on en met 7 fois plus. Comme on parlait de guide de directive UICN pour ne pas faire n'importe quoi sur des renforcements, là, 7, ça va. On est encore sur vraiment une petite phase expérimentale de renforcement et c'est encore acceptable pour l'instant. Après plusieurs mois passés au centre de soins, il est l'heure pour les 7 juvéniles de découvrir la Méditerranée. Le prince souverain est présent pour cette mise à l'eau et confie ses précieux bocaux contenant les juvéniles aux plongeurs. Ils sont ensuite relâchés sur 2 sites distincts, entre 15 et 20 mètres de profondeur. L'observation sur le long terme de leur habitat permettra d'en connaître un peu plus. On va faire des plongées déjà d'observation, ça c'est le premier outil on va dire avec les plongeurs qui nous soutiennent beaucoup sur ce projet. Et puis on va aussi développer, en tout cas essayer de mettre en place 2 outils qui sont l'acoustique passive et l'ADN environnemental. En fait c'est des outils qui nous permettent d'avoir des traces si des hippocampes sont passés près des enregistreurs et près des dispositifs qu'on met à l'eau aujourd'hui. On aura des informations et donc on pourra savoir s'il y a plus d'hippocampes sur un site que sur un autre, à telle saison qu'à une autre. Voilà, c'est vraiment ces outils-là qui vont nous permettre sur les 5 années qui viennent de continuer à acquérir des connaissances.
Comprendre leur fonctionnement, leur population et leur état, c'est le premier point de ce projet. L'étude de leur comportement permettra ensuite de mettre en place des actions de préservation et de protection sur les sites qui ont été identifiés comme potentiellement intéressants pour leur développement. La protection de la mer et des espèces qui la peuplent, c'est aussi l'enjeu qui est au cœur de l'aire marine éducative mise en place au large de Monaco. Bonsoir Christine Datomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, 6 panneaux de sensibilisation ont été installés en principauté par l'aire marine éducative. Alors un panneau d'information générale a été placé au pied du musée océanographique. Un panneau espèces animales et végétales le long de la promenade dans l'axe de l'épave du Toulonnais. 2 autres panneaux portant sur les déchets et sur le fait de savoir quoi faire ont trouvé place au solarium. Et enfin, 2 derniers panneaux ont été installés dans la partie supérieure de la gare maritime. L'un concernant des poissons-pêche avec un focus sur les tailles de capture et les périodes préconisées et un autre dévoilant des informations d'ordre général. Des panneaux rédigés en français et en anglais, Patricia. Environnement encore, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture des ateliers des ballets de Monte-Carlo. Effectivement, Patricia, une installation qui couvre une surface de 403 mètres carrés et qui est composée de 228 modules photovoltaïques. L'objectif, produire 94 000 kW d'électricité par an et assurer à l'atelier une autonomie d'énergie à hauteur de 30%. Elle favorisera également une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 7,70 tonnes de CO2 par an. La princesse Stéphanie vient d'adresser un message à l'ONU-SIDA. La princesse Stéphanie, ambassadrice internationale de bonne volonté de l'ONU-SIDA, s'est exprimée à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur le VIH qui s'est tenue la semaine dernière. Dans un message vidéo, la princesse Stéphanie a appelé à tirer les enseignements des épidémies concomitantes du VIH et de la Covid-19 pour instaurer des systèmes de santé plus forts. Elle a salué la nouvelle stratégie mondiale de l'ONU-SIDA qui porte sur la réduction des inégalités et sur la prévention, en particulier pour les populations clés, et a rappelé le soutien financier que Monaco apporte au programme depuis près de 25 ans. Elle a également cité son association Fight Monaco et l'engagement pris en 2018 vers Monaco sans sida. La réunion s'est achevée avec l'adoption de la déclaration politique avec de nouveaux objectifs à atteindre d'ici 2025. Et puis du changement aux portes de Monaco, des assouplissements des mesures sanitaires vont intervenir en France. Alors qu'à Monaco, le port du masque et le couvre-feu sont pour l'heure maintenus, l'évolution positive de la situation sanitaire en France mène à l'adaptation de nouvelles mesures sanitaires. Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé ce mercredi la fin du port du masque en extérieur, sauf exception, et ce, dès demain. En revanche, le port du masque dans les milieux clos reste obligatoire. Le couvre-feu à 23 h sera levé, quant à lui, dès dimanche. Par ailleurs, les jauges pour l'accueil du public sont maintenues jusqu'au 30 juin. Les précisions quant aux nouvelles règles à compter du 1er juillet seront annoncées la semaine prochaine. Quant au protocole sanitaire mis en place pour la fête de la musique, il est maintenu et les concerts sauvages restent interdits pour lutter contre les regroupements sur la voie publique. La bibliothèque irlandaise Princess Grace vient d'organiser son premier Bloomsday sur le Rocher en hommage à l'écrivain James Joyce. Cette tradition est peu connue en dehors de l'Irlande. Écoutez les explications de Fabien Bonilla sur des images d'Olivier Bonello. Le Bloomsday est célébré tous les 16 juin depuis 1954. Pour la diaspora irlandaise, c'est la fête la plus importante après la Saint-Patrick. Eh bien, pour la première fois à Monaco, la Princess Grace Irish Library organise un Bloomsday en l'honneur du célèbre écrivain James Joyce. Les admirateurs de cet auteur très important dans la littérature irlandaise s'habillent traditionnellement à la mode du début du XXe siècle en lisant à voix haute. C'est précisément ce qui a été organisé par la Princess Grace Irish Library en collaboration avec la Monaco Ireland Arts Society et des élèves de l'École internationale de Monaco. Ils ont parcouru le rocher en citant des passages du chef-d'œuvre de James Joyce, Ulysse. Je pense que les gens sont fascinés parce que c'est un roman tellement complexe, mais en même temps ordinaire. Et James Joyce lui-même, il a mis des énigmes
des puzzles pour découvrir, pour, on peut dire, embêter les lecteurs pour jouer avec ces lecteurs. C'est très difficile donc, à aborder, mais pour la première fois, James Joyce, qui était un Irlandais en exil, a écrit pendant un jour tout ce qui s'est passé dans la vie d'un individu. Et c'était vraiment novateur et très, très controversé. La célébration du Bloomsday ne correspond pas à la date de naissance ou de décès de James Joyce, mais à la date du jour pendant lequel se déroulent les événements relatés dans son roman Ulysse, le 16 juin donc. La fête tient son nom du personnage fictif, le héros de ce roman, Léopold Bloom, une première édition organisée par la Princess Grace Irish Library qui devrait se renouveler l'année prochaine, le 16 juin 2022, date où l'on célébrera le centenaire du roman Ulysse. Comment la situation économique mondiale évolue-t-elle alors que l'on a bien du mal à voir avec certitude l'issue de la crise de la Covid-19 ? Quelles sont les zones mondiales qui s'en sortent le mieux ? Quelles perspectives plus généralement pour la fin de l'année ? L'un des économistes et stratégistes de la société Market Securities est venu répondre à toutes les questions que se posaient les entrepreneurs membres du Monaco Economic Board et il est notre invité. Bonsoir Christophe Barrault. Bonsoir. Avant d'aller plus en détail, quelles sont globalement les perspectives économiques mondiales pour la deuxième moitié de l'année ? Alors les perspectives mondiales pour la deuxième partie de l'année sont plutôt très encourageantes. On devrait avoir une accélération en fait de la croissance déjà au deuxième trimestre et un pic ensuite au troisième trimestre, avec une resynchronisation de la plupart en fait des zones de la planète. On aura notamment l'Europe qui va se réveiller suite à l'assouplissement des mesures de restriction. Vous allez avoir aussi d'autres pays comme l'Inde qui vont connaître un redémarrage et donc on devra avoir un pic de croissance au niveau mondial au troisième trimestre et ensuite une légère normalisation au quatrième trimestre, si bien que sur l'année, on aura une croissance supérieure à 6%. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a le sentiment que l'Asie, d'où tout est parti pourtant, s'en est extrêmement bien sortie. Est-ce que c'est le cas ? C'est complètement le cas, parce que si on regarde simplement la Chine, le trou d'air auquel ont été confrontés les Chinois a seulement duré 2 trimestres. C'est-à-dire qu'à partir du troisième trimestre, la Chine était déjà revenue sur ses niveaux pré-Covid, donc voilà, T3 2020. On a eu une poursuite de la croissance. Vous avez d'autres zones aussi qui ont beaucoup mieux tenu le choc qu'en Europe, parce que ça s'explique aussi par un certain, je dirais, apprentissage par le passé. Ils ont déjà été confrontés à des crises sanitaires, d'où cette surperformance un peu des pays asiatiques. Et les États-Unis, qui ont été lourdement impactés en fin d'année dernière et début d'année 2021, ils semblent avoir retrouvé toute leur superbe. Alors les États-Unis, vous avez aussi un redémarrage, donc peut-être un petit peu moins rapide qu'en Chine, mais globalement, on estime qu'au deuxième trimestre de cette année, on sera revenu sur les niveaux pré-Covid. Est-ce qu'il y a eu un effet Biden ? Alors il y a un effet Biden, mais c'est plus une continuité en fait de ce qu'on a pu voir avec la présidence Trump, et surtout le fait qu'il y ait eu énormément de stimulus sur un plan fiscal, puisque vous avez eu 3 stimulus, donc un de 2,2 trillions l'année dernière, un de 900 milliards donc en décembre, et avec Joe Biden, vous avez aussi un stimulus de 1,9 trillion, donc qui a été voté en mars et qui va se déverser sur l'ensemble de l'année fiscale. Donc on estime qu'il y aura 1,2 des 1,9 trillions qui seront déversés donc à échéance fin septembre. Pour parler d'une zone que l'on connaît bien, qui nous entoure, comment l'Europe peut-elle tirer son épingle du jeu, sachant que les pays européens ont connu tout de même des fortunes diverses face à cette crise ? Alors l'Europe, il y a un redémarrage qui est un petit peu plus lent qu'aux États-Unis pour 2 raisons. La première, c'est que vous avez eu un retard à l'allumage sur la vaccination, même si aujourd'hui vous avez une certaine compensation, puisque je regardais ce matin le nombre de doses administrées. Aux États-Unis, on est sur 310 millions. En Europe, on est maintenant sur 300 millions. Donc il y a eu ce vrai rattrapage. Il y a ce côté réouverture de l'économie qui intervient au T2 et qui va prendre de l'ampleur au T3. Et vous avez aussi le stimulus européen donc, qui avait été voté l'année dernière, qui va se déverser dans l'économie au 3e trimestre. Donc potentiellement, voilà, un redémarrage plus lent, mais qui devrait se matérialiser de manière un peu plus concrète
troisième trimestre et quatrième trimestre. Mais Christophe Barrot, avec l'incertitude qui plane sur l'issue de la crise, dont on ne sait pas quand elle interviendra vraiment, si tout ne risque pas de repartir aussi l'hiver prochain, cela doit rendre les prévisions d'autant plus difficiles. La difficulté, effectivement, c'est le côté sanitaire, puisqu'on a un certain nombre de doutes là-dessus. Il y a vraiment un risque éventuel de variants au moment de l'automne, au moment où la saisonnalité peut être beaucoup moins favorable. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, faire une prévision, on va dire, au-delà de 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué ce que c'était avant. Et il faut vraiment reconnaître le fait que l'épidémie, entre guillemets, nous a enseigné l'humilité à tous. Et pour comprendre un peu mieux ce métier de prévisionniste qui est le vôtre, à qui s'adressent vos prévisions? Alors aujourd'hui, vous vous adressez aux entrepreneurs monégasques, mais habituellement, qui sont vos interlocuteurs? Aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est plutôt les entrepreneurs monégasques, mais globalement, ma recherche s'adresse plutôt à des institutionnels, donc c'est-à-dire des banques, des assurances, ça peut être des fonds de pension, des hedge funds, donc plutôt voilà, ce côté institutionnel, je dirais, à l'échelle mondiale, et ça peut être aussi des entités publiques, donc ça peut être des gouvernements, des banques centrales, etc. Vous avez été élu meilleur prévisionniste chez Market Securities. Est-ce qu'il y a une sorte de compétition entre prévisionnistes, un peu à l'image de celle qui anime les instituts de sondage avant les élections? Compétition, forcément, parce que tout le monde essaye de produire les analyses, je dirais, les plus précises. Et il y a aussi ce côté un peu challenging. Ça permet aussi de se remettre en question, de regarder un peu ce que les autres peuvent faire, et surtout dans ce contexte-là, voir si on peut éventuellement ne pas oublier quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de domaines qui peuvent influencer l'économie que vous pouvez être à un moment surpris, que ce soit par le côté sanitaire, le côté géopolitique. Donc je trouve que c'est plutôt voilà, une concurrence relativement saine. Et il ne faut pas hésiter non plus à discuter avec ses concurrents parce qu'ils peuvent toujours vous apprendre quelque chose. Christophe Barrot, chef économiste et stratégiste chez Market Securities. Merci de nous avoir livré cet éclairage sur la situation économique mondiale. Merci à vous. Les autres grands titres du jour. Un exercice anti-incendie a donné des frayeurs à certains hier soir, mais ce n'était bien qu'un exercice, Chrisinda. Et oui, Patricia, c'était bien un exercice. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont participé hier soir à un exercice d'entraînement qui mettait en scène un sinistre survenu dans les appartements du Palais Princier. Après s'être assuré que la famille princière et ses employés soient sains et saufs, une trentaine de sapeurs-pompiers ont eu pour mission de mettre en sécurité les œuvres d'art du palais dans les meilleures conditions possibles. Un exercice qui avait un double objectif, entraîner les pompiers, notamment à la lutte contre l'incendie au sein du Palais Princier et simuler la prise en charge du patrimoine afin de le protéger en cas d'incendie ou en cas d'inondation. Depuis le début du mois de juin, le service des seniors et de l'action sociale de la mairie a mis en place un tout nouveau service à l'attention des bénéficiaires de l'aide à domicile. Il s'appelle Happyvisio. Effectivement, Patricia, cette plateforme numérique permet aux seniors de suivre depuis leur domicile, sur ordinateur, tablette ou encore smartphone, en direct ou en replay, des ateliers et conférences animés par des professionnels, au programme des séances de bien-être, de numérique ou des thématiques concernant la santé ou encore la vie pratique. Le conseil communal a souhaité que l'accès à Happyvisio soit totalement gratuit pour les aînés. Un courrier d'information a été adressé aux 800 bénéficiaires afin de leur présenter Happyvisio, leur expliquer la procédure de connexion qui est très simple via la page d'accueil du site de la mairie et leur communiquer le code partenaire qui permet d'accéder à l'ensemble du contenu gratuitement. Une assistance est bien sûr à leur disposition en cas de difficulté pour se connecter. L'association de bienfaisance Eugenio Benedetti Gallio vient de renouveler son soutien en matière de santé mentale à Monaco. Oui, hier, un chèque de 20 000 € a été remis par l'association Rencontres littéraires Fabien Boisson qui organise le Salon du Livre chaque année en Principauté. Mais quel est le lien, me direz-vous, Patricia, entre littérature et maladie mentale? Eh bien, il a été démontré que de nombreux malades mentaux trouvent un apaisement à travers la lecture. Une jolie manière donc de soutenir l'art tout en aidant la santé mentale à Monaco.
Ils vont s'affronter jusqu'à samedi soir, mais au final, il n'en restera qu'un. Les Piano Masters ont débuté aujourd'hui. Ils se poursuivront jusqu'à samedi, jour de la finale. José Sacré et Olivier Bonello ont assisté au quart de finale. Ce mercredi, Salgarnier ont eu lieu les quarts de finale de la 30e édition des Monte Carlo Piano Masters, créés à la demande du prince Régnier III par Chantal et Jean-Marie Fournier, propriétaires et directeurs de la salle Gaveau à Paris. Un pianiste français, ici Josquin Ottal, 2 pianistes italiens, une pianiste canadienne, un pianiste américain, 3 Russes, un Géorgien, un Ukrainien et un Croate se sont affrontés durant toute cette journée. Et on avait, ce qui nous a étonné, 42 qui avaient les diplômes pour pouvoir se présenter. Comme vous savez, le master, il faut être finaliste de notre concours, et 42, c'est quand même beaucoup. Puis des programmes qui sont très lourds, donc ça nous a fait plaisir de voir qu'ils voulaient vraiment venir prendre le master. Pour ces quarts de finale, chaque pianiste devait interpréter un programme d'une durée de 45 minutes devant un jury très international. Nous avons Barry Douglas, le pianiste irlandais. Nous avons Eliso Bolgvadze, excellente pianiste elle-même. Nous avons Musa Rubaskite, qui elle aussi est la même chose, mais en Lituanie. Ensuite, nous avons Didier de Cotigny, qui est à Monaco. Nous avons René Croesi, qui nous suit depuis le départ. Nous avons, Christian de Bruce. Nous avons Jean-Marie Fournier. Et vous savez que le dernier jour, on a un candide qui n'est pas quelqu'un de musicien, c'est David Abiker de Radio Classique. Présenté par Alain Duhaut, la finale des Monte Carlo Piano Masters aura lieu samedi Salgarnier. Il n'y aura qu'un seul vainqueur et donc un seul prix, le prix Régnier III, doté de 30 000 €. Je vous le disais en titre, le prince Albert II a effectué un déplacement officiel à Montpellier. Plusieurs étapes ont rythmé sa journée sur les pas du prince Régnier III. Étape suivie sur place par Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. La ville de Montpellier, capitale du Languedoc-Roussillon, et la principauté de Monaco ont noué des relations il y a déjà plusieurs décennies, il y a plus de 50 ans, et ce grâce au prince Régnier III qui avait étudié ici même. Situé non loin de l'Espagne, Montpellier devient rapidement un haut lieu d'échange dans le sud de l'Europe, une ville marchande. Ses ruelles, son architecture témoignent encore aujourd'hui de ce passé. Référence aussi en médecine, Montpellier attire au fil des siècles de très nombreux étudiants. Elle est aujourd'hui, toutes disciplines confondues, l'une des communes françaises qui en rassemble le plus. L'art, le théâtre, la musique occupent aussi une place importante. Illustration et symbole, l'Opéra Comédie. Ce bâtiment inauguré en 1888 est le fruit du travail de l'un des élèves de Charles Garnier. Au début des années 40, Régnier de Monaco n'a pas encore accédé au trône. Il monte sur cette scène et joue au théâtre. Signe du destin peut-être, de l'autre côté de l'Atlantique, Grace Kelly débute dans des pièces de théâtre avant de devenir l'une des plus grandes actrices de Hollywood et bientôt la princesse Grace de Monaco. Et d'une certaine manière, le prince va arriver ici, sera le premier lieu qu'il va visiter au moment où nous sortons progressivement de la pandémie et les lieux de culture réouvrent, et donc c'est une double marque de considération pour Montpellier, c'est pour la ville, mais aussi auprès des artistes. Au cœur de la chapelle des Pénitents Bleus, le prince Albert II a pu découvrir plusieurs vitraux à restaurer en lien direct avec Monaco, puisqu'on peut y lire notamment Deo Giuvante avec l'aide de Dieu sur les armoiries de la famille Grimaldi. Le prince Régnier III avait signé le registre et le livre d'or, comme le prince Albert II, ce 15 juin. Autre étape, la maison Heidelberg, centre culturel franco-allemand où résidait le prince Régnier III. Ce voyage mémoriel se poursuit ensuite au lycée Joffre pour le dévoilement de cette plaque. Le prince Régnier III a donc étudié à Montpellier. Il y a vécu et étudié. Ce n'était pas encore dans ce lycée Joffre, c'était dans le lycée de garçons de Montpellier, qui ensuite a été transféré dans ces lieux. Ancienne caserne militaire, citadelle avant cela. Le prince a étudié en face de ce lycée pour brillamment d'ailleurs, de grande qualité, dit-on, de curiosité intellectuelle. Et ce qui m'a ému en fait,
J'ai trouvé qu'il pouvait être un exemple pour la jeunesse de ce lycée. Le prince Régnier s'est affilié à la confrérie des pénitents bleus et tout cela, aussi bien l'implication dans le théâtre que l'implication dans la vie religieuse de la cité, montre son enracinement, son intégration lorsqu'il était lycéen, puisqu'en réalité, le prince Régnier III a passé 2 ans et demi de sa vie à Montpellier pour ses années lycée. Pour la fin de son année de seconde, il arrive à Montpellier au tout début de l'année 1941, donc pour la fin de l'année de seconde. Il y passe son année de première, puis ensuite l'année de philosophie, comme on disait à l'époque, et il réussit donc au baccalauréat en juin 1943. Le lycée Joffre, dont les nouvelles générations pourront donc apprendre qu'il abritait dans son ancien bâtiment un illustre bachelier, futur prince de Monaco, de 1949 à 2005. Direction ensuite le Centre spatial Université de Montpellier, Fondation Van Allen, pour un volet dédié aux nouvelles technologies et à la biodiversité. Discussions et échanges autour des nanosatellites. Il faut dire qu'ici, les ingénieurs procèdent aux intégrations des satellites de vol. Une partie des tests sont réalisés ici par ces modèles qui partiront sur un lanceur. Là, des tests autour des températures ont lieu pour vérifier que le nanosatellite pourra franchir ces températures et voir surtout s'il répond toujours aux commandes. C'est une fondation, comme toutes les fondations, qui a une mission. Et cette mission, c'est d'aider le centre spatial universitaire grâce à des fondateurs, des mécènes, des partenaires, des amis maintenant. Nous avons beaucoup d'amis qui ne sont pas obligatoirement liés avec l'espace, avec les nanosatellites, mais qui apprécient que, sur tout un tas de sujets, le centre spatial universitaire de Montpellier, qui a été le premier centre spatial universitaire français, la fondation, elle aide à la formation des étudiants français, mais aussi étrangers. Et elle aide à l'équipement pour que ce centre spatial soit le plus performant possible. Il a d'ailleurs été décidé de poursuivre les échanges entre la Principauté de Monaco et l'Université de Montpellier, Fondation Van Allen, pour des rapports durables. Cette coopération pourra prendre la forme de partenariats autour d'enjeux méditerranéens et planétaires liés à la sauvegarde et à la biodiversité marine, ainsi qu'au dérèglement climatique, grâce notamment à l'utilisation de ces nanosatellites. Je dois dire que la qualité non seulement des installations que nous avons pu visiter, la délégation et moi-même, et les personnes que nous avons rencontrées font que, cette université, grâce au soutien de la Fondation Van Allen, est en train de faire de très très belles choses, et que si nous pouvons apporter notre concours, mais si nous pouvons collaborer sur des projets d'intérêt commun, je crois que ça serait une formidable perspective. Ce matin, la visite au cœur de Montpellier avait un caractère plus personnel sur les traces de votre père, le prince Régnier III. C'était émouvant de se retrouver comme cela sur place, là où il a étudié notamment? Je n'avais jamais pu visiter les lieux qu'il avait hébergés, ou là où il avait étudié, donc c'était pour moi une très très belle visite, très émouvante, et une visite mémorielle, bien sûr, et une visite culturelle, et cultuelle aussi, comme a pu le dire le ministre Guessot. Le prince Albert II, qui était aussi d'une certaine manière, en ce 15 juin, sur les pas du prince Albert Ier à Montpellier, puisqu'en 1913, il était aux côtés du président Raymond Poincaré pour prononcer les discours de clôture de la mutualité. Avant de refermer ce journal, les prévisions météo pour la journée de jeudi, Chrisinda. Une journée dans l'ensemble nuageuse. Jeudi, de temps à autre, le soleil apparaîtra à travers les nuages et il soufflera une légère brise durant l'après-midi. Concernant les températures, comptez 20 degrés pour les minimales et 28 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h16. L'eau sera à 22 degrés. Jeudi 17 juin, nous fêterons les Hervé.
Et pour nous quitter, les photos du jour, coup de projecteur sur les petits chanteurs. Ils ont repris les répétitions et une nouvelle campagne de recrutement est lancée. Le directeur des petits chanteurs, Pierre Debat, sera l'un des invités du journal de jeudi 19h qui vous sera présenté par Émilie Rousseau. Très belle soirée à tous.